cette séquence, on va vous parler d'une thématique un peu atypique qui nous a bien mobilisés. Hop, je prends la zapette. Ouais. Agilité et innovation managériale et si l'enfance nous inspirait, si les enfants nous inspiraient. Alors ça peut paraître un peu paradoxal de positionner un peu les enfants comme ça, comme une tierce entité, parce que finalement on l'a été, on l'a tous été, on l'est peut-être encore un peu, et puis on a pour certains nos enfants, nos petits-enfants, etc. Alors en fait la question à se poser c'est quoi ? C'est est-ce qu'il y a des mécanismes, est-ce qu'il y a des comportements, des habitudes plutôt innés, on va parler en général quand même, aux enfants, propres à l'enfance, et qui pourraient répondre à des problématiques actuelles de nous en tant qu'adultes. Donc on verra que certaines pratiques agiles y répondent. Là, l'idée, c'est de voir est-ce qu'on peut aller un peu plus loin, est-ce qu'on peut s'en inspirer. Alors, deux principes importants quand même, qui ont guidé notre analyse et à partager maintenant. Là. Le premier, c'est que notre analyse se veut simple, factuelle, comme tout bon agiliste en fait. On n'est pas psychologue, en fait on est plutôt ingénieur. Après, dans notre environnement, il y a des gens un peu plus experts sur le sujet. On ne veut pas être dogmatique, surtout pas. D'ailleurs, on ne pourrait pas l'être du tout. On ne va pas faire de livre d'ailleurs non plus. Donc ce n'est pas de la psychologie de comptoir. Par contre, ça se veut simple, factuel, et puis basé sur la discussion, sur l'ouverture. Et puis on va progresser, quoi. Deuxième principe, alors il ne s'agit pas d'infantiliser. En fait, tout d'un coup, on s'est fait la réflexion. Il ne s'agirait pas d'interpréter ça comme de l'infantilisation, parce qu'en fait, ça aurait l'effet inverse. Donc, il s'agit bien de proposer, sur la base des expériences, de vos expériences, de nos expériences chez nos clients, pour des adultes responsables, d'adapter des comportements responsables, mais certes issus de mécanismes qu'on aurait un peu perdus dans le temps éventuellement, et qui sont donc issus de l'enfance. Voilà la problématique. Alors, nous sommes 3 présentateurs. 3 présentateurs de Muse Partners. Muse Partners, qui est une société de conseil en organisation management de 150 personnes. On est plus spécialiste de la transformation agile et en particulier pour des systèmes dans l'industrie complexe. Alors, Maud Menuet, coach agile, manager chez Muse, plus spécialisé dans l'innovation managériale. Gaël Montrignac, coach agile également, senior manager chez Muse Partners. Et plus spécialisé dans la mise en place d'agilité à l'échelle, de systèmes complexes agiles, en particulier dans le secteur spatial, aéronautique et défense. On utilisera pas mal de références à tout ça. Et puis moi-même, Cyril Soulier-Laferreri, associé chez Muse Partners, également coach agile, en charge des problématiques de transformation d'entreprise. Alors, je vais passer la parole à Gaël et Maud qui vont vous présenter la genèse, comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on a pu trouver. Et je vous rappelle les sponsors de l'événement que je vous laisse jeter rapidement avant de passer à la suite. Maud, à toi. Donc bonjour à tous, moi je vais vous expliquer comment nous sommes arrivés à vous présenter ce sujet aujourd'hui qui a beaucoup d'importance pour nous, au travers d'une petite BD. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Maud, je suis maman de 2 enfants, 2 petites filles qui actuellement ont 5 et 7 ans. Je suis consultante chez Muse Partners et également expérimentée en méthodes agiles. Comme le disait Cyril juste auparavant, j'interviens aussi en tant que coach agile chez nos clients. J'ai eu l'occasion, il y a quelques temps de ça, de travailler pour un grand compte, pour aider des équipes à mettre en place de nouvelles méthodes de travail dans un contexte auto-organisé. Alors autant vous dire que ce type de mission est vraiment, j'allais dire, très intéressant, passionnant. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et j'ai quand même eu l'occasion aussi d'observer certains points qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises et qui méritent d'être améliorés. Le premier, des feedbacks mis en place, mais très souvent non sincères, malheureusement. Un manque de transparence assez évident, l'absence de règles de vie, et tout ça, finalement, tous ces points-là menant à un grand manque de confiance. Pendant cette mission, j'ai quand même eu pas mal d'échanges en interne avec d'autres collègues. Ça nous a fait pas mal réfléchir.
Et on s'est dit, bah voilà, il y a vraiment un réel besoin de monter une offre en coaching liée à l'innovation managériale. Comment coacher ces équipes pour que ça se passe mieux dans le monde de l'entreprise? Alors quand on parle d'innovation managériale, je ne sais pas si le principe est clair pour tout le monde, je vais essayer de vous en donner une petite explication. L'innovation managériale consiste à transformer les modes de collaboration en entreprise pour essayer de passer, enfin c'est pas essayer, c'est passer d'une relation parent-enfant à une relation d'adulte à adulte. Tout ça pour le bénéfice des uns et des autres, avoir un équilibre finalement entre l'épanouissement de chaque individu au travail et aussi la performance de l'entreprise, qui passera par la créativité et l'innovation. Pourquoi il y a besoin aussi d'innovation managériale dans notre contexte actuel? Alors, il y a peut-être certains termes qui vont vous faire écho. On évolue dans un contexte et dans un monde qualifié de VUCA. Alors, je ne sais pas si c'est la première fois que vous en entendez parler. VUCA pour volatile, incertain, complexe et ambigu. Alors, juste pour une petite information, ce terme-là vient de l'armée américaine. Il a été inventé à la fin de la guerre froide pour décrire le monde dans lequel nous évoluions à l'époque. Et là, le parallèle est fait assez facilement avec le monde actuel dans lequel nous évoluons. Deuxième point assez important, c'est l'attente des générations. On voit qu'avec l'arrivée des générations Y et Z dans le monde du travail, il y a de plus en plus d'attentes par rapport au sens que l'on trouve dans son travail, à la reconnaissance, à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Tout ça sont des éléments qui nous poussent quand même à se questionner et à repenser nos modes de collaboration en entreprise. Et un dernier point qui nous semble important aussi, c'est l'environnement de travail dans lequel nous évoluons, qui est de plus en plus digitalisé, qui s'accélère. On parle de famine temporelle. En gros, on a l'opportunité de pouvoir mener en parallèle de plus en plus d'activités, mais finalement, on ne prend pas plus de temps pour se focaliser sur les choses importantes. Donc tous ces éléments-là, j'allais dire, sont des contributeurs au développement de cette innovation managériale. Enfin, sont les raisons pour lesquelles il est important d'avancer sur ce point-là. Je continue ma petite histoire quand même, pour vous expliquer comment on en est arrivé là aujourd'hui. Donc on a commencé à mener quelques recherches pour approfondir le sujet sur l'innovation managériale. Assez naturellement, on a commencé à créer des liens entre l'innovation managériale et aussi l'agilité, les pratiques agiles. En tout cas, c'est une conviction personnelle pour moi. L'agilité, c'est une étape possible dans la mise en place d'innovation managériale en entreprise. Et puis suite à ça, on a pu réellement construire une offre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que côté Muse Partners, nous intervenons sur l'agilité, mais nous intervenons aussi autour de problématiques liées au lean management. Donc ça fait partie aussi des activités que je mène. Nous animons pas mal d'ateliers collectifs avec les équipes. Et en fait, le constat que je me faisais déjà depuis pas mal de temps, c'est en fait, on essaye de mettre en place pas mal d'interactions, de jeux qui sont basés sur notre manière de fonctionner avec les enfants. J'étais tout le temps en train de faire le parallèle entre ce que je faisais moi à la maison avec mes filles et ce qui se passait finalement dans le monde du travail. Ça résonnait assez facilement. Donc là, forcément, les deux mondes ont été connectés, j'allais dire, assez simplement. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, finalement, c'est de se dire, est-ce qu'on peut s'inspirer du monde de l'enfance pour améliorer nos pratiques de collaboration en entreprise? Avant de passer la parole à Gaëlle, je voulais juste en profiter pour vous montrer les parallèles que l'on a pu faire en amont de la préparation de cette présentation sur les relations qui peuvent exister entre agilité et innovation managériale. Donc ça, c'est un travail qu'on avait déjà mené il y a quelques temps, de se dire finalement, on a le monde de l'agile, l'innovation managériale, on trouve des points communs à ces deux façons de fonctionner, bien entendu, puisque l'agile est par essence une forme d'innovation managériale. On retrouve des thèmes assez communs. Alors quand je parle de thèmes communs, c'est vraiment des thèmes qui sont portés par l'agilité ou que l'on peut retrouver dans le manifeste. Excusez-moi. Il va y avoir un point sur le fonctionnement des équipes, sur les libertés accordées aux équipes, sur la définition des rôles
dans les équipes et également un point assez important lié à l'apprentissage. On a deux autres thèmes importants que l'on traite au niveau de l'innovation managériale. Un premier qui est celui de l'intégration dans l'écosystème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je transforme la manière de travailler dans une équipe, comment celle-ci peut continuer à interagir avec le reste de l'entreprise qui n'aura pas forcément bougé en termes de fonctionnement. Et ça peut être important aussi pour une équipe agile. En tout cas, c'est un thème qui n'est pas officiellement, j'allais dire, couvert à ce jour. Et un autre point qui est lié à la reconnaissance des collaborateurs. Donc ça, c'est aussi un pilier de l'innovation managériale. Ce n'est pas vraiment officiellement traité via l'agilité, mais finalement, comment on peut agir sur ce levier de reconnaissance. L'étape suivante pour aller plus loin aujourd'hui, tous ensemble par rapport au monde de l'enfance, la question que l'on se pose voilà, maintenant, c'est finalement, qu'est-ce que l'enfance peut apporter à ces deux univers? Donc là, je vais laisser la parole à Gaël. Je te donne la suite. Donc on a prévu une première interaction. Bonjour à tous. On a prévu une première interaction, on a besoin de vous. C'est d'après l'introduction que vient de faire Cyril et Maud. Qu'est-ce qui, d'après vous, dans le monde de l'enfance, quels sont les éléments qu'on pourrait tirer pour faire en sorte que notre vie professionnelle, notre vie d'adulte, elle soit plus riche, plus créative, plus tout ce que vous voulez. Donc vous avez un flashcode, un QR code à scanner, et puis vous avez accès directement à une idée par un mot par idée, puis on va imprimer dans 2 secondes et demie le nuage de points. Prenez le QR code, remplissez individuellement en 2 minutes, on va dire, les mots qui vous viennent. Quand on parle d'enfance, quand on dit en quoi ça pourrait nous inspirer dans le monde du travail, qu'est-ce qui vous vient? On commence à avoir des grandes thématiques. Plus le caractère est gros, plus le mot est ressorti 2 fois. Donc créativité, ça va être accessoirement le premier thème qu'on va développer juste après. Le jeu, l'autonomie, l'apprentissage, l'innocence. On va voir que tous ces thèmes-là, finalement, c'est autant d'éléments qui ont enrichi notre réflexion. Donc là, on l'a testé en live, on ne savait pas ce que vous alliez mettre. Et vous allez voir que je pense qu'on est très alignés sur la suite. Donc c'est vraiment des choses, finalement, qu'on a naturellement, innées, que les enfants ont et qu'on va perdre par réflexe, par peur de paraître trop tendre, peut-être vis-à-vis des autres, par rapport au jugement des personnes. Donc le screenshot, je voulais insérer juste avant. Voilà les 7 thématiques qu'on a retenues à ce moment-là. Premier, créativité. C'est le mot qui était accessoirement le plus important dans les mots que vous avez cités. Pédagogie, c'est quelque chose de très important dans la vie des enfants qu'on va détailler, où c'est la pierre angulaire. On se dit c'est le moment de transition d'un âge bébé à un âge adulte, donc il y a tout un nombre d'éléments à lui apporter, des méthodes, un état d'esprit, un engagement, un environnement, des rôles. C'est sur ces thèmes-là qu'on vous propose de discuter ensemble. Premièrement, créativité. Créativité, on voit qu'un enfant, finalement, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite à sa fantaisie, à son imagination. Si vous dites à un enfant, est-ce que les cochons, ça peut voler? Qu'est-ce qu'il va répondre? Ouais, Et si on demande à un adulte, il fait, bah non, un cochon, ça rampe, c'est dans de la boue, c'est tout. L'enfant, il va dire, bah, vous le mettez dans un avion, vous lui mettez des ailes, vous lui mettez un turbo-booster au bout, et ça va partir, quoi. Donc ça, c'est intéressant, finalement. Et en fait, c'est des contraintes qu'on se met dans notre monde d'adulte qui font que notre créativité devient complètement bridée. On estime qu'il y a plusieurs thématiques. La logique des différentes diapositives qui vont arriver après, on va détailler un peu plus en surimpression une partie, parce qu'on estime que finalement, c'est là où on a le plus de chemin à parcourir pour aller s'inspirer du monde de l'enfance. Complémentarité, on va la voir avec des enfants, on va estimer que des enfants de différentes cultures, de différentes origines vont s'enrichir. On va avoir une meilleure cohésion, une meilleure adéquation. On va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. En complémentarité, on l'a déjà aujourd'hui dans nos équipes, notamment en agile. On a la notion de MFT, Multifunctional Team, des équipes pluricompétences qui vont arriver à un objectif commun, une autonomie. Donc ça, on commence à l'avoir. Art manuel, c'est la notion de prototypage. Les enfants, naturellement, quand ils sont face à un problème, ils vont chercher avant tout à se rassurer par des étapes intermédiaires pour vérifier une théorie, vérifier une hypothèse, et construire un raisonnement à partir d'éléments techniques. De la même façon, on a cette notion de prototypage qui se développe, notamment en agile avec l'incrémental, qu'on va retrouver. On va retrouver notamment dans des grosses sociétés des espaces de créativité.
On va retrouver des Fab Labs côté Thales, on va retrouver des AZ côté Airbus, des choses comme ça, qui vont pousser, et on a la technologie qui nous aide aussi à ça. Hein. L'impression 3D, par exemple, nous aide à faire du prototypage. Donc on va retrouver les arts manuels qu'on a dans le monde de l'enfance pour se rassurer, qui sont intéressants pour rapporter en créativité aussi au monde de l'adulte. Déconnecter. Déconnecter un enfant, il est normalement très concentré. Pas forcément très longtemps, mais il est très concentré sur une tâche. On a quelque chose du bon sens commun où on a l'impression qu'on est plus efficace quand on fait plusieurs tâches à la fois. C'est quelque chose qu'on a couramment dans l'esprit. En fait, a priori, c'est absolument l'inverse. Quand on fait plusieurs tâches, en supposant que vous soyez autonome sur vos tâches, il y a de fortes chances que vous passiez du temps à vous resynchroniser entre chaque tâche. Donc vous êtes naturellement beaucoup moins efficace. C'est beaucoup plus efficace de prendre une tâche, d'aller jusqu'au bout, de la finir. Comme un enfant, il ne va pas dire « je reviendrai demain sur mon dessin ». Une fois qu'il a fini, c'est abouti ou pas, mais pour lui, c'est fini. Et il passe à un autre sujet. Donc se concentrer, se déconnecter, rester dans sa bulle. Donc c'est pour ça qu'on fait des séminaires, par exemple, au vert. Pourquoi on va dans un endroit à l'extérieur? Pour essayer de se déconnecter de nos téléphones, de nos mails, de nos choses comme ça. Donc on a des zones de créativité où on essaie de se déconnecter de notre environnement quotidien pour pouvoir aller plus loin. Imaginaire. Dernier élément, l'imaginaire, on estime que finalement, c'est là qu'il y a vraiment à en tirer. Et c'est pour ça qu'on se sert de mécanismes de l'enfance, alors comme le disait Cyril, pas pour infantiliser, mais pour repousser les limites, se dire, ben, c'est le moment d'être innovant, c'est le moment de repousser les limites, et ben, essayons de se donner des super pouvoirs. Donc nous, on a fait un workshop, je pense que vous en avez déjà fait, des workshops où éventuellement on va même jusqu'au déguisement des personnes. On a fait un workshop avec une société qui est dans le smart building où on les a déguisés en Harry Potter. Ils avaient tous des baguettes, au début ils nous ont pris pour des fous, à la fin aussi. Mais en tout cas, ils ne se sont pas posé de questions pour savoir si aujourd'hui c'était faisable de faire différemment. Ils étaient dans un autre environnement, on leur avait donné la légitimité de dire des choses, de tenter des choses. Donc un super pouvoir, think out of the box, pensez vraiment au-delà des contraintes et du carcan que vous avez aujourd'hui dans votre environnement. Tentez des choses qui ne seront pas parfaites, mais peut-être que l'idée que vous allez générer, elle va rebondir dans l'esprit de quelqu'un d'autre et on va peut-être arriver à quelque chose de faisable assez facilement finalement, ou peut-être dans la longueur, mais quelque chose de vraiment disruptif, intéressant. Voilà, donc le monde des super pouvoirs, ça peut être une solution. Alors je ne dis pas qu'il faut forcément déguiser toutes les personnes en workshop, mais pourquoi pas. À la limite, si on arrive à faire du fun, on va le voir un peu plus tard, mais si on arrive à faire quelque chose d'intelligent en fun, c'est génial, quoi. Donc il faut arriver à quitter un peu son masque, son costume de consultant, d'ingénieur, de tout ce que vous voulez, je les ai à peu près tous, et de se dire, on va essayer de faire différemment. Storytelling, voilà, essayer de penser autrement. Il y a un autre cas d'application, on travaille dans le luxe, et il y a un client qui nous a dit, moi je voudrais que vous nous aidiez à faire de la créativité, par contre à arrêter de faire des trucs sérieux, quoi. Faites-nous un truc fun. Et on a fait, vous connaissez le PLM, hein, Product Lifecycle Management. Bon, moi personnellement, je ne trouve pas que ce soit naturellement le truc le plus fun du monde. Et on a fait des poèmes en PLM. Truc complètement loufoque, mais essayer de vraiment sortir de la zone de confort naturel pour aller un peu plus loin. Deuxième sujet, pédagogie. Donc pédagogie, pour le coup, c'est vraiment le monde de l'enfance, l'éducation. On théorise beaucoup sur l'éducation. Il y a beaucoup de nouvelles pratiques aussi qui arrivent pour faire en sorte qu'on arrive à éduquer un enfant le mieux possible avec des environnements différents. Il y a des théories, des modes d'éducation comme Montessori qui ont poussé une certaine philosophie, notamment sur choisir. Choisir l'enfant, finalement, on va essayer le moins possible de le contraindre sur tout le monde fait exactement la même activité, sur le même rythme, au même moment, en plénière, etc. Mais ça va être des ateliers sur lesquels il va pouvoir se promener. On peut estimer de la même façon, et je vais faire tout de suite une analogie avec l'agile. L'agile, on fait de l'auto-allocation des tâches. Ce n'est pas un chef de projet qui dit « toi, tu fais ça, là, et je le planifie 3 mois à l'avance, 3 ans à l'avance avec un Gantt sur 10 000 lignes ». Là, ça va être une équipe qui va prendre un engagement sur une période de temps, et après, c'est l'équipe qui va dire « moi, je suis capable de prendre ça, j'ai fini, je prends autre chose ». Donc le choix, il est important, il est clairement important en termes de levier de motivation. Expérimenter. Expérimenter, c'est de dire « je vais faire ça, je pense que c'est la meilleure solution, peut-être que je vais me tromper ». Je ne suis pas sûr à 100% du résultat. Et là aussi, on n'est pas très loin de l'agile. L'agile, on n'est pas sûr à 100% du produit final, complètement au bout de chaîne. Parce que d'ailleurs, le client, il n'en sait peut-être rien au début de ce qu'il veut à 100%. Donc c'est expérimenter, accepter de se tromper et de tenter des choses, de le vérifier par l'expérience.
Se divertir. Là aussi, tout à l'heure, je parlais de fun, je disais, ils nous ont pris pour des fous quand on a essayé de les déguiser. Mais à la limite, pourquoi pas faire aussi notre rythme, qui va être associé un peu plus loin avec un autre terme, le rythme, il intègre ces moments de récréation, de cohésion aussi, de synchronisation, finalement, où peut-être que, je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase, on dit, heureusement qu'il y a eu la pause café, parce qu'autrement, je ne l'aurais jamais su. C'est ces moments aussi de partage commun qui sont peut-être pas finalement dans votre agenda, les 28 réunions que vous avez dans la semaine, mais c'est le moment où finalement vous avez capturé l'information importante. Donc on a aussi dans Divertir, on a quelque chose qui commence à être à la mode, c'est tous les espaces de repos, de détente, de sieste qu'on peut avoir dans les entreprises où on va avoir des baby-foot fleurir chez les clients que j'ai déjà croisés dans la salle, des billards, des choses finalement où on estime que finalement ils seront à la fois et plus motivés et plus fun, etc., plus reposés et les moments de concentration seront vraiment intenses. Comprendre. Là, on va avoir très très rapidement l'analogie avec le monde de l'enfance. Qu'est-ce que vous demandent les enfants, ceux qui en ont, dans la salle quand ils se posent des questions? C'est quoi le mot magique? Ah, pourquoi? Et qu'est-ce qui arrive juste après un pourquoi, encore chez l'enfant, quand vous avez donné une autre réponse? Ah, pourquoi? Et ça enchaîne comme ça. Donc il y a une méthodologie en ligne qu'on appelle la méthode des 5 pourquoi. Les enfants, normalement, ils n'ont pas compris le chiffre 5, naturellement. Donc les 5 pourquoi, c'est parce qu'ils ont besoin de comprendre le sens derrière les choses. Sinon, ils n'ont pas de raison d'avancer. Il y a un mode directif, j'étais dans une conférence juste avant, où on peut tenter en mode dictateur. Mais ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas longtemps. Ce n'est pas de l'engagement, ce n'est pas de la cohésion, ce n'est pas un engagement durable. Comprendre. En agile, on va justifier un backlog, on va expliquer le pourquoi, on va autoriser à le challenger, et on va aussi faire quelque chose encore en amont, c'est la vision. Dire où on va, pourquoi on y va. On ne sait pas par où on va y aller, mais on sait que c'est vers là-bas qu'il faut aller. Donc ça, c'est très important. On commence à le faire. Moi, je pense que souvent, les visions sont mal portées. Parce qu'on a des leaders qui ne s'entendent pas entre eux, qui ne l'expriment pas directement, qui le partagent et qu'on n'autorise pas à la challenger. Donc il y a quand même, c'est globalement plutôt fait. Je pense qu'il y a encore un peu de chemin, même quand ce n'est pas en surbrillance. Le dernier, oser. J'ai commencé à en parler, en expérimenter. Oser, c'est oser se tromper, oser tenter un truc dont on n'est pas sûr. Oser éventuellement paraître pendant un petit moment, mais pas être la personne parfaite qu'on espérerait être aux yeux des autres. Parce que finalement, on va montrer que finalement, on s'est trompé. Je vous donne une expérience. Ce n'est pas du monde de l'entreprise, mais c'est du vécu. Je fais du vélo, j'ai mis des pédales automatiques sur mon vélo, vous voyez, comme sur les chaussures de ski. Là. Je pars pour la première fois avec mon vélo, ce qui devait arriver arriva, je veux m'arrêter et je tombe. Je tombe à l'arrêt. Quelle est ma première réaction? On pourrait se dire quelqu'un de rationnel, il va vérifier qu'il ne s'est pas fait mal, que son vélo n'est pas blessé, voilà, des choses comme ça. Non. Je me regarde et je regarde juste autour. Je regarde si quelqu'un m'a vu. Première réaction de base. J'ai peut-être très mal, j'ai peut-être cassé mon vélo. Par contre, je regarde juste si on m'a vu parce que j'ai honte, quoi. Et c'est ça. Un enfant petit, il ne va pas avoir ce regard-là. Ça va venir assez rapidement. Hein. Mais naturellement, au début, il va tenter, il ne va pas se poser la question, est-ce qu'on m'a vu, est-ce qu'on va me juger, etc. Mais petit, il ne va pas se poser cette question. On voudrait revenir à ça. Et ça passe par plusieurs choses. Revenir sur l'échec. L'échec, est-ce que c'est grave? Ben non, l'échec, ça veut dire qu'il y a une prise de risque, c'est qu'on a tenté quelque chose. On a mis en place avec un client toutes les semaines, ils appellent ça un kiff, une réunion du vendredi, où ils se racontent leurs échecs. Et ils sont applaudis parce qu'ils ont tenté un truc. Ceux qui ont fait de la formation SAFE, on en parle aussi à un moment donné où on reparle des échecs, justement, de mettre en avant cette prise de risque. Pas pour l'échec. Le but, c'est pas de dire « super, tu t'es trompé, tu as bien cartonné ». Non, c'est de dire bah, « tu as pris des risques, on a tenté un truc et surtout, on a appris quelque chose. On a retenu quelque chose, on a capitalisé, on va un cran plus loin ». En ligne, on dit que les problèmes, c'est des mines d'or parce qu'on peut gagner de l'expérience et améliorer notre connaissance. Un risque, une prise de risque, un échec, c'est pareil. C'est de la même façon. Accepter de se lancer sans être sûr à 100%. On revient encore une fois à l'agile où finalement, il y a des choses à faire. Là, pour moi, ce n'est pas aujourd'hui 100% gagné. Hein. On n'est pas dans des organisations qui naturellement mettent ça en avant. Par contre, on pense que c'est vraiment un axe de progrès. Encore une fois, ça veut dire que celui qui se trompe, ben, il n'est pas pointé du doigt en mettant Chloé sur une porte, mais plutôt à la limite applaudi. Oui. Alors, expérimenter, c'est entre autres valider. Il faut oser pour expérimenter, on va dire. L'expérimenter, c'est capturer de la connaissance à partir de cas pratiques. Un enfant, il va faire des travaux pratiques. Donc, ce n'est pas forcément la notion d'oser, mais il va se mettre en situation pour vérifier que la théorie marche bien. Mais c'est peut-être quelque chose de très formalisé, dont on est sûr qu'il ne va pas se tromper.
Par contre, dans un monde professionnel où on veut vraiment innover, il faut aller au-delà du cas où on est sûr que ça marche, donc se mettre en pratique, mais tenter un nouveau truc, quoi. Donc les deux sont liés. On est d'accord? Ça répond à la question? Hein? Ouais, j'en ai parlé. Méthode de travail. Méthode de travail, aujourd'hui, on parle tout à l'heure, Maud parlait d'équipe auto-organisée, on parle d'agile, l'équipe est sur une tendance d'équipe auto-organisée, mais un enfant, si on le ramène dans le cadre de l'enfant, qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir? Il a besoin sans doute d'avoir de la liberté, de l'autonomie, de tenter, d'oser, mais il a besoin d'avoir un cadre qu'on va lui donner, et à l'intérieur de ce cadre, il faut qu'il ait une autonomie. Le cadre, c'est une règle de vie. Une règle aussi à l'école. Il a besoin de les écrire, de les partager, de s'aligner, éventuellement de les critiquer, mais de s'aligner dessus. Dans une équipe auto-organisée, on va mettre des règles aussi. Ça va être sur de la prise de parole, sur de l'écoute, de la bienveillance, la culture de l'échec, etc., de la prise de risque. Et ça, c'est quelque chose d'important, qui est plutôt fait, mais si c'est juste un règlement de l'intérieur qui est accroché sur un mur, pas convaincu que ça marche. Rituel. Enfance, c'est quoi un rituel chez l'enfant? Un rituel, ça va pas être un daily scrum, ça va être un câlin le soir, ça va être l'histoire du soir. Ça, c'est un rituel. C'est là-dessus qu'il va se forger. Il se dit, de toute façon, ce soir, il m'aime quand même. Ce soir, il va me lire une histoire, quoi. Et il y a un rituel, une montée en compétence, quelque chose de sécurisant d'avoir ces rituels. Dans l'agile, pour le coup, alors là, on est servi au niveau des rituels. Et il y a des choses intéressantes qui sont d'ailleurs pas, qui nous semblent sans doute évidentes pour nous tous ici parce qu'on fait de l'agile au quotidien. Quand vous sortez un peu de l'agile, des rétrospectives, c'est quand même un truc complètement farfelu pour un manager normal. Donc, important de capitaliser sur ces rituels. Donc, cette boucle de retour, cette amélioration continue. Focus, on a commencé à en parler un peu plus tôt, c'est la notion de se concentrer sur quelque chose, de porter son attention sur quelque chose. Et ça va aussi avec la notion de se dire, est-ce qu'on est en permanence besoin d'être sollicité par nos mails, nos téléphones? Là aussi, on peut la coupler à nos règles. Est-ce qu'on a besoin de se dédier des zones de temps de travail? Je suis sûr que quand vous avez besoin de travailler sur une tâche de fond, est-ce que vous arrivez souvent à travailler sur votre tâche de fond? Souvent, on a tendance à prioriser quoi? L'urgent à l'important. Même si on est complètement persuadé que l'important devrait être prioritaire. Donc, on se met des zones dans notre agenda, dans le meilleur des cas, en se disant, là, je travaillerai là-dessus. Normalement, elle saute parce qu'il y a de l'urgent qui arrive. Donc, c'est arriver à se dédier du temps sur les choses importantes. Ça veut dire qu'il y a une analyse rationnelle et dire ben non, c'est peut-être très urgent, mais c'est tellement moins important que finalement, je vais le mettre de côté. Imitation. L'enfant se construit par imitation. Imitation de ses parents, de ses éducateurs. On a mis en place dans le monde professionnel des vies ma vie, des sortes de vie ma vie, avec typiquement, quand on a deux organisations qui travaillent en silo, qui se regardent un peu en chien de faïence, d'échanger des personnes pendant une période donnée, pour aller comprendre le contexte de l'autre, l'environnement, les contraintes, et du coup comprendre en quoi mon travail que je te fournis, il est important pour toi, et en quoi le travail que tu me donnes, il a une valeur, parce qu'il est lié à un effort de ton côté. L'imitation. L'imitation, c'est aussi, on a des managers dans des sociétés, ou des PO, des SM, des gens qui ont un rôle dans une organisation, et c'est faire en sorte que ces personnes, elles portent les bonnes valeurs. Il y a une notion de rôle modèle derrière. Je prends un exemple, j'étais manager d'une BU pendant quelques années, et j'estimais que si moi j'arrivais en retard, je ne pouvais jamais demander à quelqu'un d'arriver à l'heure. Donc moi j'étais tout le temps à l'heure à mes réunions, et je commençais ma réunion à l'heure. Les premières fois, il y avait la moitié des personnes dans la salle. 2-3 fois après, j'avais tout le monde. Donc il y a une notion d'imitation importante chez l'enfant et chez l'adulte de toute façon. Rythme. Le rythme, c'est le rythme dans la journée. Est-ce que la journée, c'est forcément 10 heures d'affilée? Moi, je ne sais pas faire. J'ai besoin de couper. Mes plages maxi de concentration, je ne suis même pas sûr que ce soit 1 heure. Ça, c'est propre à chacun. Mais voilà, est-ce que finalement, on a besoin de segmenter notre journée avec des temps de pause, des temps de sieste, pourquoi pas? Si on est plus efficace, pourquoi pas? Voilà le rythme. Dessiner. Dessiner, c'est le dernier thème qu'on voulait aborder sur cette thématique-là. C'est finalement quelque chose qui est très enfantin. Avant même de savoir écrire, même de savoir lire, vous apprenez à dessiner. Enfin, vous dessinez. C'est même pas que vous apprenez, c'est que vous sortez des crayons et c'est parti, quoi. Et finalement, aujourd'hui, dessiner, on peut voir ça comme quelque chose
de très, très enfantin, mais nous on estime que c'est quelque chose d'universel qui va être partagé avec la société, avec les collaborateurs, qui va servir pour plusieurs éléments. Premier, c'est de la capitalisation. Plutôt que de faire des phrases super compliquées, des fois on dit rien ne vaut un bon schéma, quoi, un bon dessin. C'est à la fois simple, c'est universel, il n'y a pas de langue, et ça permet de très bien mémoriser. Il y a la mémoire syllabique, on estime qu'elle n'est pas du tout liée seulement aux mots. Un dessin, si peu qu'il soit original, percutant, humoristique, va être beaucoup plus facilement retenu avec l'idée associée qu'une phrase. Donc on estime que c'est très important. Donc scribing, c'est vraiment la notion d'illustrer. Ça va être pour plusieurs usages, hein. Ça peut être pour votre prise de notes propre, ça peut être pour faire de la facilitation en workshop quand vous êtes en train d'animer une réunion, ou pour résumer, capitaliser sur une réunion proprement dit. Mais là, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire et l'animation et le scribing. Donc ça, c'est des choses intéressantes. On pense que c'est des choses à développer, qui se développent de plus en plus, mais c'est des compétences intéressantes à intégrer chez les ingénieurs, tout simplement. Ils n'ont pas juste besoin de connaître des équations, ils ont besoin de communiquer avec l'extérieur. Et le dessin est une forme de communication qui est aujourd'hui pas si répandue que ça. Quelques illustrations, facilitation graphique. Là, c'est quelque chose qu'on a fait en interne. Et à droite, là, c'est un des projets qu'on a fait pour un des clients, qui est un démonstrateur avion. Et on a résumé toute sa roadmap d'implémentation de l'agile en scribing, avec un dessin par étape. Donc aussi bien la phase d'une initialisation, un business canvas, un lean journey, le visual management, etc. Et cette amélioration continue. Tout ça, ça a été résumé. On lui a présenté sous forme de livrable. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a imprimé en A0, ils l'ont mis au fond de la salle. Et finalement, c'est un élément d'identification sur lesquels les gens se reconnaissent dans l'équipe. Donc ça peut être des éléments intéressants. Je reprends la main sur la partie état d'esprit, pour nous qui est un thème qui est un peu transverse aux autres, avec des valeurs qu'on va retrouver dans les autres thèmes. Un premier qui est assez important, qu'on a nommé le collectif, que l'on voit bien chez les enfants. Alors je ne sais pas, au moment où ils vont rentrer ou à l'école ou à la crèche, on insiste bien quand ils sont petits sur cette mise en collectivité pour qu'ils apprennent à vivre ensemble, à interagir les uns avec les autres et à construire des choses ensemble. C'est vraiment aussi un point sur lequel il faut réussir à se recentrer en entreprise, sur cette notion de collectif face à l'individuel. Pendant des années, on a beaucoup pensé finalement à l'avancement des uns et des autres, le chacun pour soi, mais finalement il y a beaucoup de choses à retirer du collectif, de la cohésion. Alors, je ne sais pas si tout le monde a pu participer ce matin à la note d'introduction de Monsieur Hervé, qui a pas mal en tout cas résonné pour moi, où il parlait de cette fameuse fraternité, de réussir à se retrouver en équipe, de travailler sur les 5 sens. Ça, c'est quelque chose qui est aussi, j'allais dire, très important sur cette notion de collectif, de team booster, qu'on peut mettre en relation avec ce qu'on peut faire aussi en famille pour fédérer les différents membres de l'équipe. Un autre point, notre cher Pinocchio, la vérité, la transparence. C'est un point sur lequel on insiste beaucoup avec les enfants. Dis-moi la vérité. Eux aussi, en retour, veulent toujours savoir, veulent s'assurer qu'on leur dise bien la vérité. On va retrouver la même chose en entreprise, ce fameux besoin de transparence pour pouvoir faire confiance. Autre point, la bienveillance. Alors, ce qu'on peut assez aisément remarquer, c'est que finalement, un enfant, quand il est petit, il a une sorte de bienveillance naturelle qui va plus ou moins s'estomper, j'allais dire, en fonction de son caractère, de la manière dont il va grandir. Et adulte, une fois arrivé adulte, cette bienveillance va être plus ou moins présente en chacun de nous. Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut réussir à la cultiver parce que c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qu'on a en nous, qui, je pense, peut se cultiver et qui nous permettent aussi de mieux interagir entre équipes. L'aide. Oser demander de l'aide. Alors moi, j'ai des moments où tous les 4 matins, parce que j'ai encore des enfants qui sont petits, « Maman, est-ce que tu peux m'aider à faire ci? Est-ce que tu peux m'aider à faire ça ?» Et finalement, quand on arrive dans le monde de l'entreprise, est-ce que c'est quelque chose que l'on fait facilement? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un aveu de faiblesse.
un aveu d'échec. Donc même si on n'a pas compris quelque chose ou qu'on a du mal à avancer, eh ben, on ne lève pas forcément le doigt en disant tiens, est-ce que tu peux m'aider? Alors tout à l'heure, Gaëlle parlait des nouvelles, c'est pas si nouveau que ça, hein, des façons de faire, par exemple à l'école Montessori. On a un collègue de travail qui a ses enfants dans une école publique et qui est en train de tester des manières de faire sur la base de Montessori, donc dans une école j'allais dire, classique. Et ils ont mis en place un système de totem qu'ils posent sur leur bureau quand ils ont besoin d'aide. Et apparemment, ça a une certaine vertu. Les enfants arrivent à s'entraider les uns avec les autres quand ils voient ce fameux totem affiché, en tout cas posé, sur le bureau de leurs petits camarades. Par rapport à l'état d'esprit, un point qui nous semblait vraiment très important de mettre en avant, c'est celui de l'émotion. On a pas mal parlé ce matin d'intelligence émotionnelle. Et il faut quand même dire que c'est quelque chose qu'on va avoir plus ou moins de mal à faire en tant qu'adulte. Alors, si je reste déjà dans un premier temps dans la sphère personnelle, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident que d'exprimer ses émotions, dire ce qu'on ressent. Et alors dans le monde de l'entreprise, c'est encore une autre paire de manches. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est quand même important de savoir comment se sentent nos collègues pour être en mesure aussi d'analyser correctement une situation et puis de pouvoir faire les propositions qui vont bien pour faire avancer les choses. Alors c'est vrai qu'un enfant, quand il est petit, alors il va avoir du mal à savoir exprimer clairement ce qu'il ressent. Par contre, on va le voir assez rapidement, donc on va essayer de l'interroger pour savoir ce qui ne va pas, comment l'aider. Quand on arrive dans le monde adulte, c'est, j'allais dire, beaucoup plus difficile. Donc nous, on a expérimenté quelques petits conseils ici. Ce sont des choses qu'on a expérimentées sur des missions avec des clients, que ce soit en atelier ou de manière individuelle. Un premier que vous avez affiché ici, qui s'appelle le Blob Tree. Alors le Blob Tree, vous pourrez chercher sur vos téléphones. C'est la représentation de personnages asexués, pour lesquels on voit assez facilement une émotion qui se dégage via leur langage corporel. Et on l'utilise en rétrospective pour savoir comment les gens se sentent à la fin d'un sprint. Et ça leur permet de se positionner. Donc vous avez un grand schéma avec différents personnages, différentes façons de représenter des émotions. Et chacun va venir s'identifier à un personnage et expliquer pourquoi il s'est senti comme ça. Et c'est vraiment quelque chose qui aide à libérer les gens et à libérer la parole dans ce genre de situation. Autre point aussi qui a été expérimenté, cette fois-ci avec des équipes auto-organisées, qui était de se dire, en début de la fameuse rencontre hebdomadaire, chacun va exprimer comment il se sent ce jour-là, au travers de ce qu'on appelle un PIE check, donc un PIE. Le P, chacun exprime comment il se sent physiquement, I, intellectuellement, et E, émotionnellement. Autant vous dire que sur les premières sessions, l'exercice est un petit peu difficile. Chacun se passe la parole assez rapidement. Il y en a qui vont dire qu'ils ont été énervés par la réunion de la veille. Et petit à petit, il y en a qui vont commencer aussi à expliquer pourquoi ils ne se sentent pas bien, parce que potentiellement, il s'est passé quelque chose dans leur vie perso. Et au fur et à mesure, ça va développer une certaine bienveillance vis-à-vis entre collaborateurs, parce que les gens vont commencer à comprendre pourquoi la personne agit de telle ou telle manière. On n'est pas forcément dans la vie perso de nos collègues, et d'être en mesure comme ça de s'expliquer assez naturellement au début d'un point de rencontre comment on se sent, ça peut permettre de comprendre beaucoup de choses. Un autre exemple qu'on a appelé l'échelle émotionnelle, c'est pas nous qui l'avons appelé comme ça, elle existe réellement, ça c'est pareil, vous pourrez faire des recherches. C'est quelque chose qu'on a utilisé aussi en rétrospective. C'est une échelle qui représente un tas de types d'émotions et chacun, pareil, va aller s'attribuer, en tout cas se positionner sur une émotion relative à la manière dont la personne s'est sentie pendant un sprint ou pendant une activité. J'ai reposé la zapette. Je vous propose de passer à l'engagement.
L'engagement qui est quand même quelque chose qu'on essaye d'obtenir des équipes, hein. C'est un point fondamental autant dans l'innovation managériale que dans l'agilité. Comment retrouver cet engagement des équipes pour que l'équipe avance et aussi pour que chacun se sente bien dans cette équipe. Premier élément, le sens. Donc Gaëlle en a parlé tout à l'heure dans la pédagogie, a parlé des fameux pourquoi, et toujours les pourquoi des enfants. Les enfants ont besoin de comprendre pourquoi ils font les choses. Pourquoi ce serait différent pour nous? C'est pareil, hein. Arrivé dans le monde adulte, on a besoin de savoir pourquoi on fait les choses, parce que c'est ça qui va nous permettre de nous engager dans une activité, dans un projet, dans un challenge. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément assez suffisamment, mis à part dans des fonctionnements agiles, où justement, c'est un des objectifs, c'est déjà de clarifier le sens pour chacun des collaborateurs. Positiver. Comment s'assurer que finalement on va tirer le meilleur de chaque chose que l'on réalise. On parlait des échecs tout à l'heure. Il y a toujours à apprendre de ces échecs. Par contre, on a tendance à ne pas appuyer là où finalement ça s'est bien passé. En général, quand quelque chose s'est bien passé, on va dire « Ah oui, mais là, on aurait pu faire mieux ». C'est important aussi de pouvoir appuyer là où ça s'est bien passé. On ne le fait plus trop en tant qu'adulte. Par contre, moi, j'ai quand même le sentiment qu'on insiste beaucoup là-dessus sur les enfants, avec les enfants, pour leur donner confiance, justement. Et ça, c'est quelque chose vraiment à avoir en tête en tant qu'adulte. Élément suivant, le fameux spectacle. Là où l'enfant va avoir envie de vous montrer ce qu'il fait, ce qu'il a appris. Il est super fier de vous dire tu viens à mon spectacle, ou alors un dimanche après-midi, entre frères et sœurs, les enfants qui se montrent leur fameux spectacle. On pourrait faire assez facilement le rapprochement avec la démo en fin de sprint, où là, on a à cœur de montrer le travail qu'on a réalisé. Je vous propose un petit focus sur deux thèmes. Le premier, la reconnaissance. Donc en début de présentation, je vous disais justement que ce fameux thème qui est quand même important n'est pas vraiment couvert par les méthodes agiles. Et on essaye tous de pouvoir progresser, sur ce thème-là qui est quand même assez important en entreprise, où c'est vraiment un mot qu'on nous rabâche tout le temps, mais oui, mais je manque de reconnaissance. Il faut réussir à le traiter. Alors nous, on travaille sur la reconnaissance collective. Alors là, c'est un exemple chez Muse. On a une part de notre salaire qui n'est pas liée à notre objectif individuel, mais on a un objectif collectif. Et si l'ensemble des collaborateurs réussit à l'atteindre, on obtient cette fameuse reconnaissance collective qui est pécuniaire. La reconnaissance aussi, elle va passer par le respect des engagements. Un manager qui va s'avancer, qui va promettre des choses, s'il arrive à tenir ses engagements, il va pouvoir appuyer ce sentiment de reconnaissance. Un autre point important, c'est l'écoute. Être en mesure de s'écouter correctement les uns les autres, on parle souvent d'écoute active, c'est aussi un moyen d'entretenir cette reconnaissance, que ce soit d'un manager vers un manager ou même entre collaborateurs. Autre thème qui a aussi son importance, et je ne vous cache pas qu'on s'est posé la question de savoir si on faisait un focus là-dessus, parce que le feedback, c'est quelque chose dont on parle assez régulièrement en entreprise. Je trouve même qu'au travers des différentes interactions qu'on peut avoir avec nos clients, j'en entends parler un peu partout. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est que le feedback, il y a quelque part un certain art associé à la manière de le faire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se prépare. Et au moment où on apporte ce feedback à la personne, il faut aussi que les deux personnes en face à face aient le comportement adéquat. C'est-à-dire que la personne qui reçoit le feedback soit dans l'écoute et la personne qui donne le feedback les préparer correctement. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'art du feedback. Si vous avez l'occasion de le faire assez régulièrement dans vos organisations, interrogez-vous vraiment sur la manière dont vous le faites, parce qu'on se rend compte que c'est vraiment important. Et ça nous permet de passer au point suivant, qui est le feedback comme un cadeau. Ça, c'est quelque chose qui aussi peut appuyer la reconnaissance.
le fait d'avoir, que ce soit un manager ou un collègue, qui prend ce moment vraiment pour vous expliquer ce qu'il a à vous dire de positif ou négatif. Un feedback peut être positif ou négatif. Et il faut savoir le recevoir pour soi-même continuer à avancer. Alors c'est vrai que je n'ai pas trop parlé des enfants, mais c'est quelque chose qui vous demande assez spontanément. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est comme ci? Est-ce que c'est comme ça? Et où on prend le temps, dans notre vie personnelle, avec les enfants qui nous entourent, de passer le temps à expliquer comment améliorer les choses. Un dernier point, le 360, qui est de plus en plus aussi répandu dans les entreprises. Quand on parle d'équipes multifonctionnelles, on travaille aussi avec pas mal de clients qui ont mis en place ce système de 360, où l'objectif pour un collaborateur, c'est d'être en mesure non pas d'avoir un retour unique de son manager, mais également des personnes avec qui il interagit dans l'entreprise et pas forcément ses collègues directs. Ça permet aussi de désiloter les relations entre collaborateurs. Je laisse la parole à Cyril. Alors les deux thématiques suivantes sont transverses. Elles reflètent plutôt des moyens que des finalités. Et on va retrouver les mêmes finalités qu'évoquées avant, comme la créativité, l'engagement par exemple. Alors l'environnement. Déjà, l'environnement, c'est assez tendance quand même, de travailler sur l'environnement, de travailler sur l'espace de travail, travailler sur quelque chose d'ouvert, les fameux open space, mais au-delà de l'open space, rendre quelque chose d'agréable, de convivial. Donc là, on a mis 6 domaines. Le premier, coloré. Donc les enfants aiment bien les couleurs quand même. C'est vrai, on aime beaucoup colorier, utiliser les couleurs. Et bon, on pense que ça, en fait, c'est un peu le reflet aussi de la gaieté, quelque part, d'une certaine dynamique, d'un dynamisme, un peu comme le soleil, quoi. Quelque chose de coloré. Donc ça, c'est une idée à reprendre et qui est reprise de plus en plus dans les environnements, de recréer un espace un peu gai, un peu convivial, avec du peps, avec de l'énergie, plutôt que gris, évidemment. Le gris peut y être, mais c'est juste une des couleurs, quoi. Et puis aussi reproduire, comme ça a été dit tout à l'heure, l'environnement qui permet de se déconnecter. Donc un cadre de travail un peu vert, comme quand on était dans la nature, quoi. Avec de la verdure, où on peut arroser les plantes, prendre un peu le temps de s'en occuper. D'ailleurs, il y a des rôles, des fois on se définit des rôles pour régulièrement, quelqu'un va aller arroser la plante. Alors en général ça ne marche pas, enfin, nous ça ne marche pas du tout, mais bon, on le fait plutôt avec ceux qui aiment bien ça. En tout cas, ça part d'une idée qui consiste à se déconnecter et à apporter une certaine dynamique dans l'environnement. Ensuite, il y a la détente. La détente, c'est le fait, c'est la récréation en fait. C'est la fameuse récréation de quand on était petit, qu'on pourra appeler pause plutôt, ici. Mais ce n'est pas seulement la machine à café. En fait, c'est l'endroit où on va pouvoir se détendre, se divertir, un peu comme dans la cour de récréation. Et là, maintenant, le truc tendance, c'est mettre des billards ou un baby, plutôt un baby-foot. On peut mettre de la lecture, on peut mettre des jeux de société, tout un tas de choses qui permettent de se divertir au-delà quand même de la machine à café, qui est un peu trop restrictif pour le côté détente. Côté repos, c'est la sieste. Donc, quand on était petit, 10 minutes. Quand on était jeune, on faisait la sieste à la maternelle, et puis après on ne la fait plus. En Espagne, ils la font pas mal. Mais sans la remettre, pour autant, on pourrait parler de temps calme. En fait, le fameux temps calme aussi, qui reste d'ailleurs dans pas mal d'écoles, c'est mettre à la disposition des employés un espace où on peut se recréer une bulle, Gaël l'évoquait tout à l'heure, dans laquelle je peux même faire une micro-sieste, la fameuse micro-sieste de 5, 10, 15 minutes où je ferme mes yeux et je n'écoute plus rien. Mais j'essaye de penser à rien en tout cas. Donc on n'est plus dans la détente, on est vraiment dans le repos. Et ça peut se faire par des artifices comme des sièges un peu repliés sur eux-mêmes ou un espace vraiment où on ne parle pas, tout simplement. Voilà. Il y a une statistique qui dit que 40%, on a 40% de plus de chances de résoudre un problème quand on est après un repos, en fait, après une sieste. Et puis la nuit porte conseil, comme on dit. Bon, donc c'est aussi ce genre de choses. Quatrième domaine, la gourmandise. Alors la gourmandise est un vilain défaut, certes, mais aussi elle apporte pas mal de satisfaction. Donc là l'idée, c'est de jouer plutôt sur l'originalité de ce moment de satisfaction. Finalement, plutôt que d'avoir
On va travailler sur la qualité et la quantité. La quantité n'est pas nécessaire, c'est plutôt la qualité et l'originalité de la manière d'apporter de la gourmandise. Ce qu'on a vu en atelier, en workshop, dans une grande entreprise du spatial, donc sur des problématiques très sérieuses, comme nous tous de toute façon, où le fait qu'un des membres apporte des tablettes de chocolat, en fait, a permis tout d'un coup d'apporter un focus sur l'ensemble de l'équipe, qui se concentrait mieux du coup, ça les a divertis, et ça leur a permis de mieux discuter, mieux se concentrer sur leurs problématiques. Donc finalement, ce qu'on constate, c'est que l'originalité de la manière d'amener la gourmandise, c'est là qu'on a un véritable apport. Par contre, le fait de mettre systématiquement de la nourriture, toujours la même, c'est pas là. On est bien sur quelque chose d'un peu original. Donc après, chacun peut, à tour de rôle, amener sa petite idée pour la gourmandise. Le visuel, c'est très connu dans le monde de l'agile. On appelle ça, on a les Kanban, et puis on a plus généralement le management visuel. À l'école, c'était les lettres de l'alphabet qu'on voyait en grand en script pour pouvoir les retenir. C'était les tables d'addition, puis de multiplication. En gros, c'est l'essentiel, mettre l'essentiel. Bon, on a évoqué le scribing tout à l'heure, qui est un très bon moyen de synthétiser lorsque l'équipe et affiches sont à 0 en scribing sur le mur. Et puis dans l'environnement projet, certains parlent d'Obeya. Voilà, je ne vais pas plus loin, c'est quelque chose qui est quand même pas mal développé. Alors l'animal de compagnie, ça c'est plus original, c'est plus atypique. Sachez que ça se fait dans le monde anglo-saxon, et ça peut aussi progressivement arriver en France. Ça consiste à amener son animal dans l'entreprise. Alors moi j'ai fait la même moue au départ. Et en fait, pourquoi quand on est enfant, c'est vrai qu'on aime bien l'animal de compagnie, il apporte, il est fidèle, puis il est calme, il est posé, c'est un moment de simplicité, de tendresse, de réconfort. Finalement, on chasse un peu le stress, quoi. L'idée là, c'est d'apporter son animal et puis que chacun puisse, s'il le veut, aller le caresser, lui apporter de l'eau, voire aller prendre le rituel de le sortir. Globalement, c'est perçu dans ces entreprises anglo-saxonnes qui le mettent en place comme un moyen de chasser un peu le stress, tout simplement, quelque chose d'un peu original. Il y a la fierté d'amener son petit chien, il est joli. Quelque chose à creuser là-dedans. Dernier thème, les rôles. 2 rôles, parrainer, rassurer. Alors le premier, parrainer, c'est le tuteur. C'est le fait d'accompagner un enfant, c'est de le guider. Donc il y a le parrain, et puis il y a les parents en général, bien sûr. Et puis il y a même tout le système scolaire. Là, l'idée, c'est plutôt le rôle du mentor. Ce fameux mentor en entreprise qui est plutôt un père, un homologue, surtout pas un hiérarchique. C'est celui qui va vous guider vers connaître l'entreprise, où sont les toilettes, presque. Et puis c'est très informel, c'est pas ritualisé. C'est ton référent, c'est ton copain nommé d'office. Donc ça, c'est une bonne pratique que de définir ce copain qui va te parrainer dans l'entreprise, un père, un homologue. Ce qui est différent de rassurer. Rassurer, pour les enfants, on est dans le monde de la découverte. Les enfants sont naïfs. Tout à l'heure, il y a le mot innocence qui est fortement ressorti là, de l'Assemblée. Donc il y a ce côté innocent, on y va, on ose, on se lance, mais aussi ça peut être angoissant. Du coup, l'enfant, il peut être à un moment donné angoissé, se sentir un peu insécurisé. Donc il y a le besoin de sécurité. Rassurer, c'est ça, c'est apporter ce besoin de sécurité qu'on a tous, finalement. À un moment où on est un peu angoissé, on n'est pas sûr. Et c'est plus le rôle du coach. Le coach qui n'est pas un expert, qui va s'asseoir à côté de nous, et non pas apporter la solution, mais nous aider à la trouver, en fait, tout simplement. C'est quelqu'un qui va nous aider à analyser le problème, à nous rassurer, à chasser le stress, à chasser l'angoisse, à s'exprimer, et puis finalement, petit à petit, à trouver une solution. Là, comment le faire, on est sur des choses déjà vues, que sont que je me souvienne, excusez-moi, c'était quoi déjà ? C'était... Ah oui, l'émotion, l'émotionnel. Travailler sur l'émotionnel permet fortement de rassurer. Et puis il y a le feedback, la culture du feedback aussi, le tout en ayant une posture de coach. C'est bon. Sur ces 6 thèmes qu'on vous a mis en avant, on vous propose de voter sur ceux sur lesquels vous pensez très pertinent de creuser dans votre entreprise. Vous êtes déjà,
Voilà, vous êtes déjà connecté normalement. Si vous avez fait la première activité, vous n'avez plus qu'à la rouvrir. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 thèmes. Hein. Voilà, vous votez sur autant d'axes qui vous semblent en tout cas pertinents de votre point de vue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Feedback ressort fortement. Un peu moins dessiné. D'accord. Peut-être vous le faites déjà. Et on a, après quand même, un peu tous les thèmes sont ressortis, quoi. Ouais, Okay. on a la culture du feedback qui est vraiment très peu, enfin qui mérite d'être creusée avec émotion. Ça peut être lié, hein, les deux. Imaginaire qui est pas si naturel que ça, hein, la notion de créativité que vous évoquiez naturellement au tout début avec les enfants, le côté créatif qu'ils ont sans limite et que nous on oublie par les contraintes et les postures qu'on adopte. La reconnaissance aussi, la reconnaissance qui est souvent très individualiste aujourd'hui dans le monde de l'entreprise versus quelque chose de collectif et pas que pécunier. On a des leviers de motivation comme l'autonomie, la maîtrise, qui ne sont pas du financier, qui sont intéressants aussi. Le sens, bien sûr. Voilà, et oser. Conclusion, première chose, ce parallèle, c'est un vrai plaisir hein, que de faire des parallèles comme ça avec, en l'occurrence, l'enfance. Ce qu'on conseille, c'est de, pourquoi pas creuser ailleurs. Il y a le parallèle avec le sport. On voit beaucoup d'anciens grands sportifs qui viennent expliquer, pourquoi pas, certaines analogies avec le rugby, avec le handball, la natation, sur les modes de management. Très très intéressant. Il y a aussi la musique, des orchestres philharmoniques qui essayent de fonctionner sans chef d'orchestre. Alors ça ne permet pas de dire que le chef d'orchestre est inutile, mais ça permet simplement de mettre en avant, et ce sont des valeurs d'ailleurs qui mettent en avant, de fonctionner différemment, tout simplement. De chercher des mécanismes de reconnaissance dans une communauté différents, et pour pouvoir fonctionner de manière auto-organisée. Il y en a un à Paris, l'orchestre philharmonique de Paris, qui s'appelle Dissonance, je crois, et qui travaille sur ça, sans chef d'orchestre. Le mot de la fin, finalement, il n'y a pas de modèle parfait, mais ce qu'il faut, c'est réfléchir, analyser et puis tester. Voilà.